Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, un rallye général sur les actions et sur les actions européennes notamment, un rallye de 2 jours, c'est une tendance assez courte dans une ambiance de marché qui reste compliquée, on ne va pas le nier, mais c'est vrai que depuis 2 jours, on a quand même un sentiment de soulagement sur les actions européenne avec un CAC 40 qui se maintient au-delà des 6700 points ce soir avec une belle progression de 1,5% en cette fin de séance. Vous aurez les infos clés dans un instant. Parmi les actualités qui marquent ce moment de marché, les publications d'entreprises, et on voit d'ailleurs que certaines d'entre elles sont plutôt saluées. On a l'exemple de Tesla aux États-Unis qui s'envole de 10% à l'ouverture du marché américain après sa publication de résultats trimestriels hier soir. Et puis on a vu de très belles choses également en Europe. On avait ASML hier, Danone a été effectivement salué également après son activité trimestrielle. Aujourd'hui, il faut noter que malgré une bonne publication, celle de Carrefour, le titre Carrefour subit sans doute quelques prises de profit. Ça fait partie de ces titres qui s'en sortent très très bien depuis le début de l'année, même si l'historique boursier de Carrefour est compliqué. C'est un titre qui prend quand même plus de 20% depuis le 1er janvier et qui subit sans doute aujourd'hui quelques prises de profit. Rallye Action qui se déroule dans un contexte chahuté pour les marchés obligataires, encore et toujours, et aujourd'hui d'ailleurs la correction obligataire est assez intense en Europe. Sur la partie courte des obligations d'État européennes, le 2 ans allemand gagne 10 points de base aujourd'hui après une série de communications agressives de la part des banquiers centraux européens. On retiendra notamment que le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, estime qu'une hausse de taux, une première hausse de taux de la BCE en juillet est tout à fait possible en fonction des données qui seront publiées d'ici là. Mais le meeting de juillet, le 21 juillet précisément, ne partez pas en vacances trop tôt. Ce meeting sera live, comme on dit, dans le jargon des banques centrales. Nous évoquerons ces sujets, bien sûr, avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur les marchés de dette émergente. Quelle stratégie mener aujourd'hui sur le crédit au rendement dans les pays émergents? Nous évoquerons cette question avec les spécialistes d'Iveo Capital Partners, et c'est Michael Israël, cofondateur d'Iveo, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et c'est donc un rallye de 2 jours pour les actions européennes, notamment les infos clés du jour au terme de cette séance en Europe avec Alix Nguyen. Le CAC s'ancre dans le vert, même son de cloche à Wall Street. Le marché dans son ensemble accueille chaleureusement les bonnes publications d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. Un bon début de saison envisagé comme rassurant dans un contexte de tension sur les rendements obligataires, de guerre en Ukraine et de resserrement monétaire à venir. À New York, Tesla bondit après l'annonce de résultats records au premier trimestre 2022, et ce, malgré la pandémie et les problèmes d'approvisionnement. Un trimestre record en termes de chiffre d'affaires, de marge opérationnelle et de livraison. L'entreprise américaine a expédié plus de 310 000 véhicules, soit 68% de plus qu'au premier trimestre de 2021. Elle a dans le même temps multiplié par 7 son bénéfice net. Il atteint désormais environ 3 milliards d'euros. Un bond aussi pour le titre d'American Airlines sous l'effet de l'annonce de pertes inférieures aux attentes. La compagnie table sur un retour à la profitabilité au 2e trimestre. Autre préoccupation aujourd'hui, la stratégie de la BCE interroge le marché alors que les commentaires au quiche vont bon train. Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, évoque pour sa part une BCE qui pourrait ramener ses taux directeurs légèrement au-dessus de zéro avant la fin de l'année, sauf dans le cas d'un choc grave. Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, se dit pour sa part favorable à un arrêt des achats d'actifs en juillet, alors que la BCE n'évoque que le 3e trimestre. Christine Lagarde, qui s'est prononcée dans le cadre d'une conférence du FMI sur l'économie mondiale, évoque des risques
inflationniste à court terme orienté à la hausse. Le rendement du Bund allemand à 10 ans se tend. À noter que la présidente de la BCE, mais aussi Jérôme Powell et le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, participent en début de soirée à un débat sur l'économie mondiale organisé par le FMI. Sur le plan des valeurs parisiennes à suivre, Alstom est en nette hausse dans le sillage de la progression d'ABB, lui-même dopé par la forte croissance de ses commandes au premier trimestre. Parmi les autres grandes industrielles, Saint-Gobain, Legrand et Renault avancent dans le vert. Et puis Verallia poursuit son envol à plus de 13% après une nette accélération de ses ventes au premier trimestre. Pour 2022, le fabricant d'emballage en verre confirme ses objectifs financiers. Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Prévost est avec nous ce soir, le directeur général de la Financière Responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir messieurs. Merci d'être là. Merci à Alexandre Taïeb de nous accompagner. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, vous êtes analyste gérant chez Sycomore Asset Management. Et Paul Jackson est avec nous également autour de cette table. Bonsoir Paul. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable monde de la recherche en allocation d'actifs d'Invesco. Commençons avec les mouvements de marché du jour. Sur le marché obligataire, je le disais, on a quand même des taux à 2 ans en Europe qui remontent assez fortement dans le sillage d'une nouvelle série de communications de la part des banquiers centraux européens. Communication toujours plus hawkish, toujours plus agressive. Les faucons ont la main au sein des banques centrales, y compris à Francfort désormais depuis quelques mois au sein de la Banque centrale européenne, au point que certains estiment que le meeting du 21 juillet à Francfort pourrait être un meeting qui amènerait une décision d'une première hausse de taux. C'est un meeting live, comme on dit. Il faut noter d'ailleurs que la BCE, dans son histoire, a souvent choisi le mois de juillet pour monter les taux. Juillet 2008, juillet 2011 étaient des décisions de hausse de taux pour la Banque centrale européenne. Est-ce que juillet 2022 peut être là aussi un mois qui viendrait compléter cette série de hausses de taux en juillet, Paul ? Je crois que c'est possible. D'abord, il faut arrêter les achats des obligations. Mais une fois que ça se fait, oui, ils vont commencer à remonter les taux. Les banques centrales, en général, ils ont un problème. Ils se trouvent dans une très mauvaise positionnement par rapport à leurs économies. Ils ont été trop accommodantes pendant trop longtemps et maintenant, ils ont besoin de retirer cette accommodation. Mais malheureusement, ça arrive dans une période où les économies sont en train de décélérer. Donc, c'est les choix parfois difficiles. Et je suppose que dans la deuxième partie de cette année, la BCE va remonter les taux une fois, peut-être 2 fois. Mais vous dites, quel est l'argument des banques centrales aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un rationnel macro ? Est-ce qu'il y a de la substance macroéconomique derrière l'idée que la BCE, en l'occurrence, peut remonter 2-3 fois ses taux peut-être cette année ? C'est ce qu'estime le marché, en tout cas aujourd'hui, Paul. On a beaucoup expliqué, entendu en tout cas, que la situation en zone euro n'était pas tout à fait la même que la situation de l'économie américaine. Pour autant, on voit bien que la fièvre hawkish est aussi très présente au sein de la BCE. Je crois qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, le fait que la Fed est devenue beaucoup plus hawkish et la Fed est en train de remonter ses taux, ça met une pression vers le haut sur le dollar. Donc, ça crée encore de pression inflationniste dans la zone euro. L'inflation dans la zone euro est déjà assez élevée. Et comme on sait bien, la BCE met l'accent sur l'inflation. Donc, pour la BCE, je crois que c'est assez préoccupant, la situation. Aux États-Unis, pour l'instant, la Fed met l'accent sur l'inflation, mais on sait bien que la Fed est beaucoup plus équilibrée entre la croissance et l'inflation. Pour la BCE, je crois que c'est assez simple, à part le fait que l'économie est en train de décélérer et avec les problèmes en Ukraine, l'économie européenne peut être poussée vers la récession dans les années à venir. Donc, ce n'est pas des décisions très simples, mais comme je disais, c'est compliqué par le fait que la BCE est restée trop accommodante pendant trop longtemps. On aura, d'ici le meeting du mois de juillet,
3 nouvelles publications d'inflation. Alors on est à 7,4% year-on-year sur l'inflation en zone euro pour le mois de mars. On aura entre-temps donc le chiffre du mois d'avril, du mois de mai. On aura la première estimation également pour l'inflation du mois de juin. Sur ces 3 prochains mois, est-ce qu'on a une visibilité suffisante pour dire que l'inflation en zone euro continuera d'être trop élevée par rapport au mandat de la BCE ? Oui. Oui, d'accord. Non, mais c'est... Dans ces 3 mois, oui. D'accord. Mais je crois que la BCE, comme les autres banques centrales, normalement, ils font des prévisions sur les prochaines 2 années. Et à mon avis, avec le fait que l'économie américaine, l'économie européenne est en train de s'affaiblir, donc il y a une décélération, pas de récession, mais décélération. Déjà, ils doivent mettre dans leurs prévisions, je crois, l'idée que l'inflation sera moins élevée dans 2 ans qu'aujourd'hui. Donc ça doit rentrer dans leurs décisions aussi. Ouais. Bon, sur le positionnement et le réglage de la politique monétaire en zone euro, là aussi on voit encore une fois, le niveau d'agressivité ne cesse de progresser mois après mois, Alexandre. Oui, il est probablement impulsé par les Allemands. Qui ont quand même printé alors c'est pas les prix à la consommation, c'est les prix à la production, mais de plus 31% sur un an. Alors on sait que les Allemands sont très dépendants du gaz, etc. Mais on sent bien que c'est les Allemands qui crient il faut resserrer la politique monétaire maintenant parce qu'on a une inflation qui est trop forte. Dans d'autres pays de la zone euro, on n'est pas dans la même situation, on n'a pas les effets de second tour avec l'inflation salariale. Et donc je suis assez étonné de pas ce revirement, mais de l'intensification du discours hawkish de la BCE, parce qu'il pourrait au moins attendre de voir ce que donne l'arrêt des achats obligataires avant d'augmenter les taux. Et donc on a une réaction sur les taux courts qui est un peu épidermique du fait de ce discours récent et des déclarations de Guindos. On est passé de probablement une hausse de taux en fin d'année à 2 hausses de taux à 3 hausses de taux maintenant, à partir de juillet. Donc on a ce resserrement qui pose problème, et qui pose d'autant plus problème que là où il est intéressant d'observer ce que va donner l'arrêt de l'APP, c'est qui va être l'acheteur naturel derrière. Et vous parliez des taux allemands, je suis beaucoup plus inquiet sur les taux italiens à horizon 2 ans, ou sur les taux périphériques de manière générale, que sur les taux allemands, parce que l'Italie a quand même, sur les 18 prochains mois, 400 milliards de dettes à refinancer, avec des taux longs plus hauts. Qui va acheter ces obligations et une échéance quand même. Alors c'est très lointain par rapport à l'environnement de marché aujourd'hui, mais une élection au Q2 2023. Mais bien sûr. Donc là, il y a un vrai point d'interrogation. Et puis, il y a un discours qui est aussi paradoxal, c'est qu'il est nécessaire d'augmenter les taux maintenant, enfin dès juillet, alors même qu'on dit que le pic de l'inflation devrait arriver à la mi-année. Donc il y a quelque chose qui m'échappe ici. Peut-être on pense souvent à la Fed qui se dépêcherait pour augmenter les taux parce que c'est le moment de le faire. Peut-être que la BCE aussi est dans cette situation, avec justement un euro qui est relativement faible. Elle peut profiter pour resserrer vraiment sa politique monétaire et retrouver de la marge de manœuvre au cas où il y aurait un choc un peu plus tard. Donc on est plus dans l'opportunité, la tactique, d'une certaine manière. Il y a une fenêtre de tir qu'il ne faut peut-être pas rater parce que dans quelques mois ou quelques trimestres, ce sera peut-être trop tard. Oui, et puis il y a aussi l'effet du discours seul, parce que rien n'a été fait pour l'instant. Non. Donc peut-être qu'il y a aussi ce jeu-là, auquel s'était prêté la Fed auparavant. J'essaye de mordre le plus fort possible verbalement en espérant ne pas avoir à en faire trop sur le plan des décisions monétaires. Non, mais un point que vous soulevez quand même, la fin des achats d'actifs. Je veux dire, on est sous perfusion des achats d'actifs de la Banque Centrale Européenne depuis au moins 2015. Le lancement du premier programme de QE, c'était 2015. Il y a quand même l'idée, et c'est un risque spécifique à la zone euro, l'idée qu'on n'est jamais à l'abri d'un stress de marché, d'une nouvelle fragmentation, pour dire les choses, entre les coûts de financement des différents États de la zone euro. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans la correction obligataire, j'allais dire, les écarts à peu près naturels sont respectés, mais qu'en sera-t-il demain ? Si on n'a plus cette ligne de défense, est-ce que quelque chose est prévu ou est-ce que c'est le saut dans l'inconnu ? Pour l'instant, c'est un peu le saut dans l'inconnu. Et puis, je pense que c'est un sujet qui devrait être mis sur la table parce que les chocs récessifs qu'on a pu connaître, que ce soit la grande crise financière
ou peut-être demain le Covid, se traduisent généralement par un souci sur la dette à un moment donné. Donc encore une fois, c'est pas une question pour cette année. Non. Mais à partir de l'année prochaine, il va falloir voir si on doit changer les clés de répartition pour des achats ciblés ou s'il faut accélérer le processus de mutualisation des dettes. Ça, c'est tout à fait des questions à mettre sur la table. Oui. Bon, sur les enjeux de politique monétaire, alors ça permet d'évoquer le marché obligataire, et puis on voit toujours quand même que le marché obligataire est un facteur déterminant pour la dynamique des marchés actions et des différents secteurs des marchés actions. Oui, par effet de rebond. Mais déjà, la BCE est en retard par rapport à la Fed depuis pas mal de temps. Donc la complexité vient aussi qu'on a un événement qui fait ralentir, un événement géopolitique qui fait ralentir l'économie. Donc à très court terme, l'inconnu sur l'ampleur du choc que l'on a avec l'Ukraine, qui ajoute des tensions inflationnistes et puis crée des perturbations dans des chaînes d'approvisionnement. Et là... on voit bien que... Et puis un climat de confiance à long terme du consommateur, des investisseurs qui peut, si le conflit perdure ou s'intensifie, ou si les mesures d'embargo vont plus loin. On avait bien vu en début d'année, en février, tout de suite, ce que ça a eu comme impact sur le prix du pétrole et du gaz. On voit bien que ce sujet, s'il s'inscrit dans la durée, dans une intensité plus forte, est quand même fortement récessif, parce qu'à côté d'un choc inflationniste, on met un choc de prix de matières premières, qu'on voit à plein, notamment dans les statistiques allemandes. On voit un choc également sur les céréales, sur les matières premières alimentaires. Et ça, ce sont vraiment des facteurs de déséquilibre et qui peuvent être puissamment récessifs à un moment donné s'ils s'installent dans la durée. Donc c'est la complexité. Je crois beaucoup que par rapport au niveau de dette qu'on a sorti de Covid, je crois que les règles vont un peu changer et qu'effectivement, l'espoir, c'est la mutualisation des dettes et la façon dont la BCE peut amener des réponses collectives. Et je crois beaucoup que, notamment... une étape sera franchie avec les résultats de l'élection française lundi, mais scénario que le marché semble jouer plutôt une continuité, a priori, d'après ce que je comprends aujourd'hui, sur les commentaires de marché et puis sur les taux, la réaction des taux. Mais on devra avancer dans la construction européenne et dans ce type de solution, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas absorber les efforts du quoi qu'il en coûte et de la solidarité qu'il y a eu pour maintenir les économies en l'état. Et visiblement, il ne faudra pas compter sur la BCE, puisqu'on est en train d'arrêter les achats d'actifs, entre guillemets, quoi qu'il en coûte. Et donc, il faudra trouver quand même... oui, pour l'instant. Mais ça, de quoi rassurer les investisseurs. Et ça, ça passe, vous dites, par la politique fiscale, budgétaire commune européenne. Budgétaire, et puis également... moi, je pense qu'en dernier recours, la Banque centrale devra jouer son sujet. Mais il y a aussi des facteurs à travers les plans de relance qui peuvent être mis en place, notamment sur la transition écologique, transition énergétique, les plans d'infrastructure, etc. Des plans dont on a déjà discuté et qui, pour l'instant, sont encore un peu mis de côté et ne produisent pas leurs effets. Donc c'est vrai qu'il y a une complexité et qu'aujourd'hui, par rapport à cet inconnu, la visibilité sur les niveaux de croissance et la situation de la zone euro dans l'ensemble est difficilement lisible et que ça peut basculer à un moment donné, je dirais, d'un trimestre à l'autre dans les perceptions du marché. Sur l'aspect politique, effectivement, alors c'est quand même l'enjeu du moment, qui est un enjeu important, l'élection présidentielle française. Et c'est vrai que on regarde le spread OAT-Bund, 45 points de base aujourd'hui, ça reste quelque chose de tout à fait normal sur le plan historique. L'euro remonte un peu. Alors il y a les discours des banquiers centraux, mais est-ce que le marché a déjà enjambé d'une certaine manière le résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle française? Comment est-ce que vous voyez ça en tant qu'investisseur global, Paul? Oui, à mon avis, c'est le cas. Moi, j'avais toujours pensé que Emmanuel Macron sera victorieux, mais c'était devenu beaucoup plus serré qu'on a imaginé. Et dans les semaines qui précédaient le premier tour, c'était devenu un peu inquiétant. Surtout au niveau de l'Europe et l'Union européenne. Parce que quand on regardait dans les détails des propos de Marine Le Pen, elle ne parlait plus de il y a Frexit, il faut sortir de l'Union européenne, mais c'était, comme on dit en Angleterre, c'était écrit entre les lignes. Entre les lignes, mais
tout au long du document. Il y avait un anti-européanisme, un anti-US aussi, donc il y avait pas mal d'enjeux géopolitiques. Mais depuis le premier tour, on voit dans les sondages que voilà, il y a une augmentation de la vote pour Macron et une réduction pour Le Pen. Donc, je crois que les marchés, ils sont plutôt soulagés. Je veux dire aussi, pas du niveau politique, mais depuis des décennies, on a prié pour l'inflation. Merci. On a tous se plaindre parce que voilà, il y a un manque d'inflation, c'est pas bon parce qu'il y a de la dette, il fallait mieux avoir de l'inflation parce que ça va réduire les ratios de dette. Maintenant, on a l'inflation. Peut-être, ça peut nous aider quelque part. Et peut-être qu'il faut réjouir quelque part des taux d'inflation qu'on voit aujourd'hui. C'est intéressant. Il y a peut-être un chemin de sortie, une issue positive à cette histoire qui ne serait pas la stagflation, qui ne serait pas la récession brutale. Il y a un autre chemin, il y a une autre voie possible, vous dites, Paul, encore à ce stade-là ? Oui, c'est un élément positif qu'on peut imaginer. Tout n'est pas noir, tout n'est pas négatif dans ce scénario. Ouais. Et est-ce que sur le plan européen, si on part du principe que c'est une continuité, non pas une rupture du point de vue de la présidence française, est-ce qu'il y a l'idée d'un nouvel élan européen qui peut à nouveau repartir ? Moi, j'ai été marqué de voir, alors évidemment, après Covid, tout de suite, on a eu cet effort, le plan Next Generation EU, etc., ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer aussi vite quelques semaines encore avant le Covid. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a eu un moment, alors c'était plus une rumeur qu'autre chose, mais l'idée que l'Union européenne, pour gérer les problèmes de sécurité énergétique notamment, pouvait à nouveau mettre sur la table un plan de dette commune, pour dire les choses. Cette idée a été un peu mise de côté pour l'instant, mais est-ce que c'est quelque chose que les investisseurs ont en tête quand ils réfléchissent à l'avenir de l'Europe demain ? À mon avis, la solution, ce sera une union fiscale. Mais je ne crois pas que je le verrai dans ma vie. Mais ça sera la solution ultime. Avant la guerre en Ukraine, je crois que l'Europe était en train de s'éparpiller quelque part. Il n'y avait pas vraiment un sentiment de voilà, on va travailler ensemble sur tous ces problèmes. Mais je crois que la guerre a changé les idées à plusieurs niveaux. D'abord, oui, la sécurité de l'énergie, c'est clair qu'il faut faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses à faire, mais surtout dans tout ce qui est renouvelable, probablement nucléaire, mais là, il faut travailler avec les Allemands un peu. Mais déjà, au Royaume-Uni, on a déjà fait le pas. Voilà, le nucléaire est redevenu dans les plans. Mais le deuxième élément, pour moi, c'est la défense. Les dépenses militaires. Ouais. Déjà, les Allemands, ils ont fait l'annonce, ils vont plus ou moins doubler leurs dépenses sur le militaire. Mais il y a beaucoup de pays en Europe qui n'atteignent pas, ils sont assez loin de ces 2% de PIB en termes de dépenses militaires. Et je crois que ça, c'est un projet européen. La défense européenne était nulle part. Mais je crois que tout d'un coup, c'est devenu beaucoup plus important. Et je crois que les dépenses seront à la hausse. Et donc, ça peut donner un coup de pouce sur le moyen terme sur l'économie européenne. Et ça en fait un thème d'investissement, Paul ? Là, c'est assez difficile. Parce que tous les investisseurs qui focalisent sur tout ce qui est ESG, ils ont évité tout ce qui est... armement, défense. Armement, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est assez difficile, mais il est clair que l'énergie, tout d'un coup, est devenue beaucoup plus importante et dépenses militaires. Et ça, ces éléments, ces thèmes-là, c'est des thèmes qui ont été évités par pas mal d'investisseurs depuis quelques années. Mais oui, je crois que ces deux thèmes-là seront avec nous depuis quelques années, peut-être quelques décennies. On va trouver la manière de rendre
investissables, ces thèmes, sécurité énergétique. Il y a du renouvelable, mais pas que. Il y a beaucoup de discussions autour du nucléaire. Est-ce qu'on va trouver d'une autre manière une façon de rendre investissables les secteurs et les thèmes d'investissement liés à la défense, l'armement, la sécurité? Il est vrai qu'on perçoit... La financière responsable, hein, non mais... Oui, voilà. oui, on perçoit un changement aujourd'hui dans la perception des clients de la thématique de défense. C'est-à-dire qu'effectivement, la défense, le secteur de la défense ne sera peut-être plus un gros mot dans le SG dans les années à venir. Parce que, mais encore une fois, il faut distinguer, le sujet est très large. Il faut distinguer ce qui est conventionnel du non conventionnel. Je veux dire... En termes, on peut débattre du caractère éthique de la défense et de l'armement, mais est-ce qu'il est responsable pour un État d'avoir les moyens de se défendre en cas d'agression? Je crois que la situation géopolitique actuelle en Europe pose aujourd'hui en lumière cette question, et peut-être que le regard va changer là-dessus. Et ce ne serait pas un dévoiement de l'ESG? Non, c'est pas forcément mais parce que de l'ESG, mais après, à chaque... Si on trouve toujours la manière d'englober de nouveaux investissements dans le cadre de l'ESG, au final, on se demande... On se demande où est la pureté de cette... C'est pas un problème de pureté, c'est un problème de philosophie d'investissement pour l'investisseur. C'est-à-dire le choix qui est fait par l'investisseur institutionnel, ou bien une fondation, ou bien un investisseur privé, d'avoir ou pas ce critère et cette perception dans son référentiel. De la même façon, pour revenir sur la sécurisation de l'énergie, enfin les énergies renouvelables, etc., j'ai toujours été un peu gêné par le fait d'avoir des politiques qui sont tout renouvelables, tout pétrole. On a le sentiment qu'à parfois avoir des justes milieux et un équilibre et de faire les choses de façon pondérée. C'est indigne. Et oui, ou ça va pas assez vite pour le marché ou pour les attentes des investisseurs. Or, il y a un peu un principe de réalité et il faut le garder à l'esprit. Et notamment, c'est très important quand on investit dans des sociétés, dans les actions à long terme, d'avoir ce principe-là. Sinon, on se retrouve avec des bulles ou avec des phénomènes de bulles autour des thématiques telles qu'on l'a vu déjà sur des thématiques environnementales. Les green stocks ont connu leur moment de bulle, oui. Oui, et puis ça conduit à des excès. Donc à un moment donné, est-ce que plus investir dans le pétrole? Alors nous, on n'investit pas dans le pétrole parce que ça déforme l'empreinte carbone des fonds considérablement quand on parle d'intensité carbone ou quand on parle de scope 3 par exemple. Oui, mais vous n'êtes pas les seuls, j'imagine. Oui, mais là encore un peu, c'est une question de philosophie d'investissement et de référentiel. Ça ne doit pas forcément être un principe général pour tout le marché. Et on voit que quand on bannit un certain nombre de secteurs d'activité, on oriente les flux ailleurs et on appauvrit par exemple les capex dans le pétrole et on fait plus d'investissement et on a des prix d'énergie très élevés. Donc je pense qu'il doit y avoir une vision de long terme et des visions de transition qui doivent être peut-être plus modérés dans la politique. Regardez le débat, je n'irai pas plus loin, parce qu'on peut en parler pendant des heures, mais regardez le débat sur le véhicule électrique, le tout électrique qui pose des problèmes d'infrastructure. Moi, j'y suis très favorable, mais regardez l'impact social que ça va avoir. Déjà, des constructeurs auto vous ont dit, mais attention, là où il fallait 10 salariés pour un véhicule thermique, il en faudra 3 ou 4 pour un véhicule. Et puis en face, tout le monde ne pourra pas s'en payer. Hein. Oui, exactement. Donc ces sujets-là, il faut les adresser, il faut les manier, mais il faut les inscrire dans une durée et pas avoir des coups de braquet trop rapides parce que derrière, sur l'économie réelle, il y a des implications relativement fortes. On peut, si vous avez des commentaires, poursuivre sur ce thème-là, mais je voulais vous ramener aussi à des niveaux de marché sur les marchés actions, peut-être qui méritent un commentaire. Là, alors c'est vrai qu'on a un rallye de 2 jours sur les actions européennes. C'est pas grand-chose, mais de manière globale, je regardais les performances sur to date. Alors le Nasdaq, effectivement, a beaucoup plus corrigé que les autres indices, mais le Dow Jones doit être à 5-6% de baisse depuis le 1er janvier. On doit être à 5-6% de baisse depuis le 1er janvier sur le CAC 40. On est à moins de 10% de baisse, en tout cas, sur la plupart des grands indices majeurs. Comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est résilience ou est-ce que vous voyez plutôt la correction déjà entamée sur les marchés actions? Et encore une fois, on va pas faire la liste des risques, des incertitudes, mais tout ça s'accumule, s'empile à des niveaux quand même qui deviennent assez envahissants en matière d'incertitude et de risques. Et pour autant, on trouve toujours de bonnes raisons d'être sur les marchés actions, j'ai l'impression. Alexandre. Il y a pas mal de points effectivement à aborder sur cette question.
Le premier, c'est le fameux TINA. Il n'y a pas d'alternative aux actions. Alors aujourd'hui, avec le niveau de taux, on peut éventuellement se poser la question, mais globalement, vous avez toujours que très peu d'alternatives aux actions. Le deuxième point, c'est tout ce dont on parlait sur la dette et sur les banques centrales au début. Quand vous avez des taux qui remontent, des spreads sur le crédit qui s'écartent et des taux de défaut qui risquent d'augmenter, le crédit n'est pas forcément une super alternative aux actions. Donc déjà, c'est une raison au maintien. Le second, c'est que toute l'incertitude macro, en tout cas depuis le début de l'année, amène plus de volatilité qu'une vraie baisse forte de marché. Ce qui est le métronome du marché depuis le début de l'année, mais même depuis 18 bons mois, c'est l'évolution des BPA, des bénéfices par action. Globalement, quand vous regardez le MSCI World, la trajectoire, c'est la même que celle de la croissance des bénéfices par action. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, il y a une dernière chose à regarder, c'est le positionnement du marché. Et globalement, avec toute cette incertitude macro, vous avez quand même pas mal de hedge funds qui sont très très bears sur le marché action. Ce qui fait que dès que vous avez un retournement sur une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, vous avez ce qu'on appelle du short covering, donc la couverture de position short, on achète les positions sous-jacentes, et donc vous avez mécaniquement un marché qui remonte. Typiquement, la fameuse séance du CAC à plus 7 il y a quelques semaines, c'était exactement ça. Maintenant, pour que ce mouvement ou ce rallye de 2 jours tienne, il va falloir voir si les longs naturels prennent un peu le relais derrière. Et là, ce qu'on voit, c'est que la seule raison, c'est la relative résistance, ou on va dire sur la saison de publication de résultats, qui est plutôt de bonne facture depuis le début. Donc ça fait tenir le marché action. Maintenant, il faudrait des guidance, peut-être des perspectives un peu plus lisibles pour avoir un peu plus d'optimisme, mais ça, c'est plus compliqué. C'est difficile d'en vouloir aux entreprises, d'ailleurs, de rester peut-être trop flou sur leurs perspectives du prochain trimestre ou de celui d'après. On ne peut absolument pas leur... Oui, on est d'accord. Ouais. Donc, on est d'accord. Et effectivement, donc c'est ces points-là à regarder. Et pour la suite du marché action, je pense que la dégringolade ou le vrai creux de marché, qui serait plus que simplement de la volatilité, viendrait là pour le coup de la macro et des banques centrales, notamment de la Fed, qui se mettraient en pilotage automatique. Et ça, c'est un peu ma crainte pour le S2, c'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une hausse sur les taux réels, dans le même temps une décélération assez significative des PMI. Et ça, la dernière fois qu'on a vu ça, c'est le S2 2018. Donc, j'ai un peu peur qu'on passe par un moment. Il y a un risque qu'on passe par un moment comme ça. Voilà, j'ai un une peu Fed qui regarde un peu moins les données, focalisée sur l'idée qu'il faut recharger peut-être en termes de taux et reprendre un peu de normalité. Oui. Et c'est en ça qu'il ne faut pas que la Fed aille trop vite à dire je vais faire 50 ou 75 points de base le prochain mois, le mois suivant encore 50 points de base. Il faut retrouver dans le discours de Powell le fameux data dependent. Et il faut qu'il le soit vraiment pour pas qu'on ait à nouveau en 2018. Dans la poche action, là, qu'est-ce qui... Parce que c'est vrai que les dynamiques changent, les tendances, enfin les rotations vont tellement vite. Il y a je sais pas, il y a des caractéristiques ou des qualités particulières qui sont recherchées aujourd'hui plus que d'autres par les investisseurs. Quand on voit le crash de Netflix, on se dit qu'effectivement, il y a certaines catégories d'actions qui sont pas encore redevenues intéressantes pour les marchés. Mais... face à ça, il y a des très belles... Je citais Carrefour, voilà, Carrefour c'est plus 20 depuis le début de l'année. Je vous donne 2 exemples comme ça qui n'ont rien à voir, mais... C'est peut-être pas l'opérationnel sur Carrefour, peut-être la spéculation. Oui. Plus que l'opérationnel, parce que l'opérationnel en soi, il était franchement pas génial. Légère décroissance en France, ça marche bien au Brésil, c'est très mauvais en Belgique. Et en gros, on fait 0 sur le marché le plus important. Il y a beaucoup de specs sur Carrefour. D'accord. Il y a toujours depuis l'offre de Couche-Tard, Auchan, etc. Oui, d'accord. Voilà. Ok, bon. Puis c'est défensif. Donc, Mais voilà. Bon, alors je prends Danone. Danone, c'était plus 7 sur la publication des résultats. Netflix, c'est moins 35. Voilà. Je le résume en une phrase. En tout cas, en raisonnant de manière top-down, si on estime qu'il va y avoir un environnement de stagflation ou un environnement récessif, la façon dont je résume ça, c'est on achète ce dont les gens ont besoin
Et on évite ce que les gens veulent, parce que ça va être décalé dans le temps. Et pour revenir sur Netflix, c'est juste un modèle de croissance qui est cassé, une histoire qui change. Donc effectivement, quand vous êtes une valeur qui est achetée que pour sa croissance, quand la croissance n'est plus là, la croissance du chiffre d'affaires, ou des abonnés en l'occurrence pour Netflix, le modèle est cassé et le cours est peut-être trop fortement sanctionné. Donc là, on le voit, les secteurs qui fonctionnent quand même, c'est effectivement tout ce qui est défensif. On a eu la santé, on a eu l'alimentaire. Et donc ça, c'est ce dont les gens ont besoin. Et là où ils ne vont pas lésiner sur les dépenses, malgré l'inflation subie qu'ils ont sur leur loyer, l'énergie, etc., etc. Donc pour l'instant, c'est quand même l'idée de la stagflation qui domine, en tout cas dans le schéma macro, dans la dynamique de marché. Oui, et la deuxième facette, c'est le fameux reopening. Voilà. Donc là, où on a des valorisations qui sont très attractives. Et sur le reopening, on a pas mal de secteurs qui fonctionnent, l'hôtellerie, les compagnies aériennes, etc. Là, on n'est pas du tout sur du défensif. Mais en tout cas, le constat général, c'est que, et je pense qu'on a dû le répéter souvent ici, mais on revient sur un vrai marché de stock picking, là. Je le redis, la macro n'amène que de la volatilité. C'est vraiment la micro qui joue à plomb. Ouais. Paul, en termes d'allocation d'actifs, alors, déjà première question, est-ce que les taux, est-ce que dans l'environnement obligataire, américain en l'occurrence, est-ce que les taux redeviennent des concurrents sérieux peut-être à l'alternative action? Est-ce que c'est la fin du TINA de ce point de vue-là? Ou est-ce qu'on a encore un peu de marge? Et puis comment on design aujourd'hui l'allocation d'actifs que vous recommandez chez Invesco sur la partie taux, crédit, et puis sur la poche action également, qui mérite encore d'exister d'une certaine manière. D'abord, je dirais que les taux deviennent plus intéressants que depuis quelques années. Donc on ne peut pas le nier. Ceci dit, en termes absolus, je ne trouve pas que les taux longs, par exemple, sont très intéressants. Donc avec des taux réels aux US à peu près zéro, donc les taux sur 10 ans, les TIPS, c'est à peu près zéro. Quand même, il faut avoir une vue assez négative sur l'économie et sur les marchés actions pour imaginer que zéro, c'est bien, quoi. Zéro, c'est ça. que ça sera bien. Et quand je regarde les taux nominaux, donc un taux sur 10 ans de 3%, oui, c'est plus intéressant qu'un taux sur 10 ans à 1%. Mais franchement, avec une économie qui est en croissance de à peu près 10% en ce moment, et peut-être ça va revenir vers 6%, mais quand même 3% contre 6%, c'est toujours... Il y a une anormalité. Ouais. Donc je crois que les taux longs sont toujours... il y a une distorsion qui a été introduite par la Fed. Vous attendez que ce soit encore plus intéressant alors? Oui, c'est ça. Exact. Donc pour moi, au début de l'année, fin de l'année dernière, on a réduit l'allocation dans les actions, on est revenu à neutre, parce que cette année, on imaginait que ça allait être une année de décélération économique. Et pendant ces phases de décélération, il y a tendance à avoir une convergence de retour parmi les classes d'actifs. Ouais. Donc l'année dernière, c'était les classes d'actifs cycliques qui ont super bien performé. Cette année, on a imaginé qu'il y aura quelque chose de plus équilibré parmi les classes d'actifs. Pendant les premiers quelques mois de cette année, les actions étaient... ils ont tombé... Les pertes étaient les plus on a eu des baisses de plus de 10% jusqu'à 20% sur certains indices. Donc, on est revenu à il y a quelques semaines, on est revenu à une surpondération légère sur les actions, toujours au minimum sur la dette souveraine. Dans le crédit, je suis plus intéressé par le investment grade que par le high yield. Parce que les spreads sont plus intéressants aujourd'hui, mais dans la high yield, il y a la problématique d'une décélération économique qui peut impacter les défauts. Les matières premières, à mon avis, trop chères. Ah, c'est trop tard. Ah ouais. C'est trop tard. Dans 12 mois, j'imagine que le prix du baril, le Brent, sera aux alentours de $90
D'accord. Il y a plus ça sera toujours assez élevé. Oui, bien sûr. Assez élevé, bien sûr. mais je ne crois pas aussi élevé qu'aujourd'hui, sauf dans un scénario où la Russie coupe l'offre d'énergie envers l'Europe. Donc, mais j'espère que ça ne sera pas le cas. Dans ce cas-là, mais dans ce scénario-là, oui, il y aura de la stagflation. On n'est pas dans la stagflation aujourd'hui. Oui, il y a moins de croissance, plus d'inflation, mais ce n'est pas stagflation. Pas dans la manière dans laquelle je le connais. Oui, j'entends. Et autrement, immobilier, toujours, je trouve plus intéressant que les obligations. Et parmi les classes d'actifs un peu défensives, moi, je préfère toujours la liquidité et cash. Retour de zéro, mais volatilité de zéro et pas de corrélation avec les autres classes d'actifs. Donc, pour moi, c'est une classe d'actifs qui vraiment offre une diversification très importante. Et qui permet d'être serein dans ces moments un peu chahutés sur les marchés. Sur les résultats d'entreprise, on peut y revenir avec vous peut-être, Stéphane. On a déjà évoqué quelques dossiers spécifiques, mais alors on est au début, donc l'échantillon est encore assez faible, mais il y a déjà des noms emblématiques qu'on publié. Qu'est-ce que le luxe, c'était comme d'habitude. Il ne connaît pas la crise. Non. Vous l'avez vu. Même L'Oréal fait des très bons chiffres. C'est pas tout à fait complètement luxe, mais c'était très bien. Ça paye pas non plus, sur le plan boursier, ça ramène pas l'enthousiasme qu'on a pu connaître des 10 dernières années sur ce secteur-là. Déjà, les multiples s'étaient un peu dégonflés depuis 3 mois. Depuis le début de l'année, on était quand même revenu. Le marché était un peu accommodant et on avait quand même eu des progressions de ces titres-là qui avaient été très élevées. Donc depuis le début de l'année, c'était un peu heurté, mais en fait, ça donne de la visibilité, de la résilience. Donc aujourd'hui, sur ce type de valeur, il peut y avoir un peu d'appétit sur des faiblesses. Donc ça, je pense qu'il y a quand même un élément de contexte pour un stock picker qui est plutôt intéressant. J'ai vu aujourd'hui ASML hier. C'était hier ASML. Bonne bien sûr. Visibilité, bonne tenue des marges. Là aussi, un titre qui a un peu souffert quand même, plus que d'autres en tout cas. Un gros poids de l'indice et un titre qui avait souffert et qui n'avait pas fait grand-chose. On est passé de 700 à 550, je crois, sur les plus bas. Et puis là, on sait qu'à long terme, ça marche bien. Et SMI dans le même secteur, mais un peu plus loin dans la chaîne de valeur, c'était plutôt très bon. Dans la santé, j'ai vu aussi les chiffres de Sartorius qui étaient fabuleux. Mais là aussi, très belle valeur de croissance, un équipementier de la santé, pour schématiser, qui avait souffert depuis le début de l'année, moins 25 sur le mois de janvier dans la rotation. Et puis, je m'attends à ce qu'on ait des bons chiffres sur un secteur qui est lié à l'efficience énergétique. J'ai vu que Rexel, c'était très bien. Donc, Schneider, Legrand, ça devrait être bon. Je pense que des Dassault Systèmes, des Capgemini, qui sont sur des tendances de long terme également, vont montrer des bons résultats et des bons chiffres. Et ce sera suffisant pour ramener de l'intérêt? Parce que tous les titres que vous citez là, c'est des titres qui font partie des pires performeurs depuis le début de l'année. Je pense que ça va revenir parce que la Chine, parce que la guerre, parce que les taux qui remontent, etc. Mais je pense qu'on verra des niveaux de cours plus sympathiques en fin d'année là-dessus, d'autant plus que si l'environnement se complique, sans parler de récession, on aura besoin à un moment de retourner sur de la visibilité. Et on est aujourd'hui sur certains dossiers, sur des multiples plutôt raisonnables. Alors, la question, moi qui me tarabusque, c'est qu'on sait que le T1 va être bon globalement, sauf accident. Il y en a des accidents. Quand vous prenez... J'étais d'accord avec ce que disait Alexandre tout à l'heure. On prend les chiffres de Conti aujourd'hui, il y a un gros warning, le titre prend plus 4, c'est du rachat de short. Et puis quand vous regardez les positions à découvert, il y a 31 jours de bourse en position ouverte, en volume à reprendre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les shorts, s'ils veulent tous se racheter, aujourd'hui, il y a 31 jours. Ah oui, d'accord. De volume. Okay. C'est quand même, ça montre bien le phénomène que vous décriviez tout à l'heure, qui est important. Non, ce qui va être clé, c'est la visibilité sur le T2, sur le T3, c'est la visibilité que vont donner les managements. Parce que on voit ceux qui ont du pricing power, on voit ceux qui ont une agilité, mais effectivement, je pense que les facteurs de soutien, les facteurs qui peuvent entourer ces titres-là, et donc le stock picking, va être beaucoup lié à cette visibilité qu'on va donner aux intervenants d'ici la fin de l'année, ou pas. Et donc, je crois que là, c'est quelque chose qu'on va regarder de très très près, dossier par dossier.
Eh bien, ça tombe bien, c'est la période de publication d'entreprise. Les 2 prochaines semaines seront sans doute les 2 plus chargées de cette période de publication des résultats trimestriels, donc pour le premier trimestre aux États-Unis et en Europe également. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Stéphane Prévost qui est avec nous, directeur général de la financière responsable, Alexandre Taïeb, gérant analyste chez Sycomore Asset Management, et Paul Jackson, avec nous également, le responsable monde de la recherche en allocation d'actifs d'Invesco. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la dette émergente, un thème qu'on traite régulièrement avec les équipes spécialistes d'Iveo Capital Partners et son cofondateur qui est à mes côtés en plateau, Mickaël Israël. Bonsoir Mickaël. Merci d'être là. Il faut juste se reculer un petit peu par rapport au micro. Voilà, c'est parfait Mickaël. Oui, je le disais, spécialiste de la dette émergente. C'est votre univers d'investissement, le crédit high yield émergent. On va détailler avec vous l'intérêt ou les intérêts qu'on trouve dans cet environnement de marché complexe à travers cette classe d'actifs. Mais mettons en exergue, parce que dans votre univers d'investissement très large, celui des émergents, on trouve les pays d'Europe de l'Est jusqu'à la zone rouble et la Russie, bien sûr. Alors, vous n'êtes pas investi en Russie, je crois, vous ne l'étiez pas d'ailleurs avant même le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier. En revanche, vous avez des positions légères, je dirais, sur l'Ukraine, à travers quelques émetteurs ukrainiens. Quand je dis des positions légères, c'est des positions qui ne vous surexposent pas par rapport à ce pays, par rapport à vos benchmarks de marché, c'est ça, un peu moins de 3% du fonds. D'accord. Et ce sont des positions, c'est intéressant, qu'on a depuis très longtemps, en fait. Avant même la création du fonds IVEO qui date de 2015, c'était qu'on a eu même pendant l'autre guerre, je dirais. 2014 ? Exactement. Ah ouais. Bah, ça, c'est Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en Ukraine et quels sont les retours de terrain? Parce que là, j'imagine que vous êtes en contact assez direct avec vos investissements et les sociétés dans lesquelles vous êtes investi aujourd'hui. Comme je dis souvent en plaisantant, mais il y a encore des gens dans les sociétés, il y a encore des gens qui répondent au téléphone, il y a encore... C'est vrai que quand on regarde les news, on a quand même l'impression que tout est arrêté. Non, il y a une économie de guerre. Donc évidemment, ce n'est pas optimal pour les sociétés. Mais en tant qu'investisseur obligataire, quel est le sujet qu'on monitore le plus? C'est le risque de destruction de l'actif. Quand il y a un conflit armé, c'est de ça que vous voulez vous protéger. Et ça, c'est assez bien monitorable. Et surtout, les sociétés sont, je dirais, assez vigilantes d'informer où sont les actifs, est-ce qu'il y a des risques. Voilà. Et c'est différent selon les sociétés. Mais de manière générale, aujourd'hui, sur les sociétés qui sont émettrices sur ce gisement, je dirais que leur production, ça continue à fonctionner. Elles ne sont pas à l'arrêt. Elles ne sont pas toutes égales, elles ne sont pas à l'arrêt. Ça ne tourne pas à 100%, j'imagine, mais ça tourne quand même à un niveau suffisamment correct pour que ça puisse continuer de fonctionner, même en temps de guerre. Alors, exactement. Ça peut même tourner à 100%, quasi 100%. La production ne veut pas dire les ventes, parce qu'après, il faut pouvoir acheminer, exporter, etc. Le sujet le plus important, encore une fois, c'est... est-ce qu'on est dans une zone à risque? Donc, je vais vous donner 2 exemples, ça va parler, je dirais, le plus. C'est si on prend une société du secteur des matières premières agricoles, on voit que là, on est sur un sujet où cette problématique de risque de destruction de l'actif est limitée. Parce que d'abord, les bombardements se font et les guerres se font rarement au milieu des campagnes. Ouais. Et en plus, si vous prenez une carte de l'Ukraine, la partie agricole de l'Ukraine, c'est plutôt l'ouest de l'Ukraine. Donc là-dessus, ce risque est assez faible. Mais ce qui est intéressant, c'est que les prix des obligations ont baissé un peu, pas de manière indifférenciée, mais pas loin. Et donc, vous avez aussi des sociétés qui, elles, peuvent avoir de l'exposition. Une société, donc on a fait, nous, un switch au départ là-dessus, justement, pour ne pas avoir ce risque de destruction d'actifs. Aujourd'hui, il y avait encore des news. C'est carrément dans cette usine de métallurgie de cette société que les derniers conflits armés de Mariupol, parce qu'ils ont quasiment... l'armée russe a quasiment aujourd'hui est entrée dans Mariupol, en tout cas a finalisé son action quasiment aujourd'hui, et c'est là-bas que ça se passe. Donc les risques de destruction d'actifs, il peut y en avoir là-bas. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt switché.
là où on voyait qu'il y en avait beaucoup moins. Ah ouais, je comprends. Voilà. Mais oui, mais vous avez tenu à maintenir quand même des positions, même légères, mais des investissements dans ce pays et dans ces entreprises ukrainiennes. Oui, parce qu'encore une fois, il faut revenir à chaque fois au risk-reward et à la qualité des sociétés. L'avantage, c'est que ces sociétés sont rentrées dans cette crise avec, encore une fois, je vous le redis toujours, mais très peu d'endettement, puisque le code postal était déjà quand même un code postal où vous n'allez pas dans les marchés pouvoir émettre ce que vous voulez n'importe comment. Il y a un peu moins de complaisance. Et donc, on était sur des sociétés très peu leveragées, avec un bel actif. Et aujourd'hui, à ces prix-là, pour nous, il y a de l'upside et un downside plutôt limité. Donc, c'est même une sorte d'option gratuite. J'exagère un peu, mais quand même une belle option de rebond, mais sur un montant pas très important du tout. Non, mais effectivement, alors c'était présenté de manière anecdotique, la guerre est loin d'être une anecdote, mais effectivement c'est intéressant d'avoir quand même ces retours de terrain dans un environnement de guerre intense assez particulier, effectivement, et qui n'empêche pas d'être quand même constructif autour de certaines entreprises ukrainiennes. De manière plus générale, Michael, donc, votre métier c'est d'investir dans la dette émergente. Quand les sujets sont assez nouveaux, en tout cas depuis quelques décennies, on n'avait pas autant parlé de l'inflation, avec des réactions de banques centrales qui sont toujours plus agressives. La Fed étant évidemment la banque centrale pionnière en la matière, la grande banque centrale pionnière en la matière. Alors, est-ce que c'est toujours une bonne idée d'investir dans la dette émergente quand la Fed réagit agressivement à des niveaux d'inflation qui sont très importants, parce que là, on parle du dollar, de la courbe obligataire américaine, qui est une référence mondiale pour de nombreux prix de marché dans le monde obligataire et dans le monde du crédit. Et quels sont justement quelle est la grille d'analyse qui permet justement de prendre des décisions pertinentes dans cet univers d'investissement? Alors, je dirais, vous l'avez bien précisé, donc c'est important, parce que y a derrière le mot obligation émergente, si on ne précise pas, on peut aussi penser qu'on est sur les devises locales ou l'économie locale, l'inflation locale. Donc, il y a quand même 3 niveaux dans cette question. Il y a, est-ce qu'on parle de la Fed ou des inflations locales, et vous voyez un mot dessus, mais il faudrait une journée pour discuter, parce qu'il faut prendre chaque pays. Vous voyez qu'en Chine, il n'y a pas de sujet d'inflation locale. En Turquie, on est sur un autre sujet. Donc, c'est trop hétérogène. Bon. Sur le segment qui est le nôtre, qui est de se concentrer sur les obligations émises principalement en dollars, ce qu'on appelle les devises dures. Effectivement, c'est la courbe des taux qui nous intéresse US. C'est ça. Bon. C'est ça. Une fois qu'on a dit... C'est l'inflation américaine, d'une certaine manière, qui est plus importante pour vous quand vous investissez en dollars sur des bonds en dollars émis par des entreprises émergentes. L'inflation locale, pour nous, comme on ne fait pas de monnaie locale, ni des plaies souverains, où c'est la macro, à la fin, c'est dans notre analyse micro seulement qu'on voit si vraiment il y a un sujet relatif au marché local et à cette inflation. Est-ce que la société peut passer cette inflation, etc. Mais ce n'est pas le sujet central. Donc le sujet central, c'est la hausse des taux. Elle est claire, elle est sur le... Bon. Donc maintenant, moi je dirais, là aussi, il y a obligation et obligation. On peut aussi décomposer la question comme ça. Il y a des obligations qui sont sensibles au taux et il y a des obligations qui sont sensibles au spread. Ça, c'est très important parce que là aussi, il y a un raccourci souvent, c'est les taux remontent, il faut vite ne pas faire d'obliges. Mais lesquelles ? Et évidemment, celles où il y a une vraie sensibilité au taux aujourd'hui, et d'ailleurs, il ne fallait pas en avoir, et il faut probablement encore être vigilant. Mais celles qui sont sur les spreads, c'est un autre débat. C'est le débat de savoir, c'est un débat micro, donc c'est le débat de revenir aux sociétés. Donc de quelle société parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de sociétés endettées et donc qui ont du spread parce qu'elles sont endettées, ou est-ce qu'on parle de sociétés peu endettées et qui ont du spread pour d'autres raisons ? Donc évidemment, là maintenant, l'épouvantail, c'est la stagflation. Eh bien évidemment, le cocktail des risques typiques de défaut sur le crédit, c'est du leverage, de l'endettement et le cycle qui se retourne. Bon, on l'évoquait avec des allocataires d'actifs juste avant, c'est ce qui fait qu'ils sont prudents justement vis-à-vis de certains segments du crédit aujourd'hui. Voilà, mais vous voyez, ça mérite à chaque fois d'ouvrir le capot, parce qu'il y a des mots génériques, mais plusieurs fois je suis venu vous démontrer que le segment du corpo émergent at currency avait la particularité d'être très peu endetté. Donc, je rappelle un chiffre, on a fini l'année dernière, en moyenne à moins de 2 fois EBITDA d'endettement sur les sociétés de ce segment high yield, contre 6 fois
en Europe sur le même segment. Ouais. Donc on ne parle pas de la même chose. Voilà, donc je pense qu'à chaque fois, il faut vraiment décomposer. Et pour répondre à votre question, sur ce segment-là, on n'a pas beaucoup de duration. Donc déjà, on est assez bien protégé. Excusez-moi, encore une parenthèse, mais il n'y a pas beaucoup de classes d'actifs où vous savez vraiment où vous mettez les pieds par rapport à ce risque des taux. C'est-à-dire que la sensibilité taux d'un actif, au moins dans les obligues, vous pouvez vraiment le monitorer, vous pouvez savoir. Par rapport aux actions, par exemple, vous dites, où la sensibilité taux est toujours difficile à comprendre, à mesurer. Exactement, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des modèles où on espère que de l'autre côté, dans les revenus, on va pouvoir bien passer toute cette inflation et que tout ça va se neutraliser, etc. etc. Et dans l'immobilier, c'est pareil, et c'est probablement vrai, mais s'il y a des déceptions, là, vous savez exactement où vous mettez les pieds, et puis surtout, à vous de faire votre picking. Ouais. Vous ne voulez pas de risque de taux, mais vous pouvez limiter ce risque de taux tout en faisant des obligations. Ouais. Quel type de rendement on trouve là, justement, quand on cible comme ça des émetteurs spécifiques, en limitant le risque de taux, en étant en dollars? Actuellement, sur la gamme de fonds qui est la nôtre, on est sur des durations entre 2,5 et 3,2. On est quand même plutôt court sur la duration. Le risque de taux est assez faible. Et on est sur des rendements en euros après coût de couverture qui se situent entre 8 et 12. D'accord. Oui. Non, mais j'entends bien. On est à 3% sur le 10 ans américain, 3-4% peut-être sur les actions, si on prend des rendements actions. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui couvre largement l'inflation, là, pour le coup. Exactement, c'est exactement. Plus l'exposition sectorielle aussi qui mérite d'être discutée parce qu'il y a l'histoire des matières premières. Bien sûr, quand on parle émergent, évidemment, alors il y a ceux qui consomment des matières premières, mais il y a beaucoup de grands pays émergents qui sont producteurs et exportateurs de matières premières. D'ailleurs, je suis désolé parce que c'est vrai que la comparaison est un peu ambiguë, mais on a vu beaucoup d'actions, d'equity, de grands producteurs émergents de matières premières qui se sont envolés. Là aussi, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a de la pertinence? Et si oui, quel est l'intérêt et quelle est la pertinence à être positionné plutôt sur le crédit plutôt que sur la partie equity quand on veut jouer ce thème matières premières à travers des producteurs émergents? Pour moi, c'est une histoire de risk-reward. C'est-à-dire aujourd'hui, on va prendre un exemple. Donc j'ai par exemple une société qui me vient en tête, matières premières, il y a l'equity qui est coté aussi. Ouais. Donc on a l'oblig et il y a l'equity qui est coté. Ouais. L'equity doit être en hausse depuis le début de l'année de plus de 100%. Bon. Notre oblig, elle est en hausse, elle a longtemps été en baisse et elle est en hausse maintenant de 2%. D'accord. Donc ça, c'est la valeur du papier. Exactement. Okay. Donc on va me dire, il n'y a pas photo. Non. Ok, mais c'est normal d'une certaine manière parce que si vous avez le prix de la matière première qui monte et vous êtes un actionnaire, vous participez à cette création de valeur, à cette croissance, etc. Dans les obligataires, évidemment, on est plafonné. Mais c'est vrai dans l'autre sens. La protection, elle est vraie dans l'autre sens. C'est-à-dire si demain, il y a un reflux des prix sur les matières premières, pour des raisons que tout le monde a déjà bien en tête, si ça arrive, eh bien, on n'a pas acheté des actions au plus cher. Et pourtant, on est rentré sur des obligues qui payent du 8 à 9% aujourd'hui en dollars. Et pour des sociétés qui ont performé comme jamais grâce à la hausse des matières premières et qui ont donc accéléré leur désendettement. C'est ça, c'est-à-dire que même en cas de retournement du cycle des matières premières, vous dites le créancier, le profil de crédit de l'entreprise n'est pas forcément dégradé parce que le cours des matières premières serait amené à un moment à retomber. Exactement. Donc de la même manière, vous ne participez pas à l'envolée. Mais si vous pensez que les matières premières vont continuer à grimper, évidemment, il faut faire de l'equity. Ce sera mieux. Mais en risk-reward, vous êtes sur un très bon risk-reward. Vous avez du 8-9% sur des sociétés qui performent très bien et dont le risque crédit se réduit considérablement. Voilà. Après, vous avez ce rendement-là pour plusieurs années. Ce n'est pas pour 2 ans. Voilà. Bon, c'est une vision longue et effectivement un équilibre entre le risque pris et le rendement servi. Merci beaucoup, Mickaël. Merci d'être venu nous éclairer sur les enjeux de cette classe d'actifs qui est votre domaine d'expertise chez VO Capital Partners. Je le rappelle, la dette émergente, le crédit à yield émergent. Spécifiquement, Mickaël Israël qui était à mes côtés, cofondateur d'IVO Capital Partners, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.